Kim Jong-un dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis qui sont en train de se retirer de l'accord iranien, l'annexion de la Crimée, si on remonte un peu plus loin, les expériences irakiennes et libyennes prouvent une chose, c'est que quand on a la bombe nucléaire, il faut la garder, et si on s'en débarrasse, on risque soit de mourir, soit de voir son pays annexé. Aujourd'hui, il y a deux dissuasions, soit la guerre. La dissuasion, ce serait accepter que la Corée du Nord aujourd'hui est une puissance nucléaire, une puissance dotée, et c'est la dissuader suffisamment pour qu'elle reste un petit peu dans son coin et qu'elle ne bouge pas et que finalement la menace contre les États-Unis soit très faible. C'est inconfortable, mais c'est une situation qu'on peut gérer. La deuxième solution, c'est la guerre, et c'est là qu'on peut se dire, enfin dans la tête des militaires américains, on peut aussi voir les choses de la manière suivante, c'est-à-dire on a 1 an à peu près, peut-être moins, peut-être un tout petit peu plus, pour régler le problème nord-coréen. Dans 1 an, de toute façon, il est trop tard, parce que dans 1 an, la Corée du Nord aura à la fois des armes nucléaires suffisamment petites et des lanceurs suffisamment performants pour pouvoir mélanger les deux et attaquer le sol américain. Donc c'est maintenant qu'il faut agir si on veut régler le problème. Voilà ce que pensent certains militaires américains. Merci Isabelle, mais avant cela, Sébastien, est-ce qu'on peut encore attendre de la Chine une solution diplomatique ? Alors la Chine est dans une position extrêmement inconfortable. La Chine de Xi Jinping n'aime pas l'idée d'une Corée du Nord nucléaire. C'est quelque chose qui les inquiète. C'est surtout quelque chose qui les gêne sur le plan régional parce que ça renforce la présence américaine dans la région. Donc de ce point de vue-là, le dossier nord-coréen devient véritablement un fardeau. Cependant, l'effondrement du régime nord-coréen serait quelque chose d'encore plus catastrophique du point de vue de Pékin, car ça créerait une instabilité sur la frontière nord-est, peut-être des flots de réfugiés vers des régions chinoises qui sont très pauvres. Donc la Chine de Xi Jinping veut d'abord la stabilité, et entre deux mots, une Corée du Nord turbulente et un chaos. Le régime de Pékin, pour le moment, semble toujours se tenir à la première option. Alors bien sûr, elle donne du change aux États-Unis et elle prend des nouvelles mesures. Elle suspend des importations, notamment de charbon, de fruits de mer. Elle vient de suspendre les entreprises nord-coréennes dans son pays. Mais on attend de voir que la Chine franchisse le Rubicon. Et le problème, c'est que beaucoup d'experts qui connaissent la Chine pensent que jamais les régimes chinois ne franchira cette ligne. Et donc, ça veut dire que la politique américaine de pression sur Pékin est dans l'impasse. On a déjà une question d'internaute, je vais vous la poser, Jean-Éric Brana. C'est Rabat qui nous demande, est-ce que Trump a accumulé plus d'ennemis que d'amis depuis le début de son mandat? Et il cite la Corée du Nord, le Mexique, l'Iran, la Russie et la Turquie. C'est vrai que la liste commence à être longue. Bah écoutez, ils étaient tous ses ennemis le jour où il a pris son investiture, le 20 janvier, puisqu'il faut quand même se souvenir que la grande incertitude, c'était dans la diplomatie du monde entier, où tout le monde se demandait à quelle sauce chacun allait être mangé. On n'arrêtait pas de faire des plateaux, je vais parler pour moi, mais la question qui m'était posée, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la France? Et chaque pays s'est posé cette question-là. Encore aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, on va essayer de comprendre sa politique étrangère, c'est vraiment ce qu'on entend un peu partout, comme si on ne la comprenait pas. En réalité, on voit bien qu'il y a une ligne de force. Donc, est-ce qu'il a des ennemis? Oui. Est-ce que ça le préoccupe? La réponse est non, puisque sa ligne de force, c'est l'Amérique d'abord. Il a dit, il répète sur tous les tons, je ne me préoccupe que de mon pays. Je ne suis pas président du monde. Et pour expliquer la Corée du Nord ou les autres questions dont on va parler aujourd'hui, bien évidemment, il faut avoir quand même cette grille de lecture. Comprendre que cet homme-là, dans sa stratégie, essaie d'abord de parler à ses électeurs qui ne veulent pas entendre parler de l'extérieur, qui ne veulent plus payer pour l'extérieur, qui ne veulent plus s'investir sur l'extérieur. En revanche, si l'extérieur représente un danger, à ce moment-là, il faut s'en protéger coûte que coûte. Et c'est bien ce qui se passe avec la Corée du Nord ou avec d'autres points du globe dans lequel Donald Trump va intervenir parce que, effectivement, ça représente un danger. En réalité, moi, je rejoins Philippe Gély sur l'intervention du début. La question n'est pas de savoir s'il a des ennemis et s'il va intervenir quelque part, en particulier en Corée du Nord. La question, c'est de savoir quand. Et effectivement, je pense aussi qu'il y a l'échéance d'un an à peu près qui
qui est le moment évalué par tous les spécialistes pour dire qu'à ce moment-là, la Corée du Nord pourrait être en mesure d'attaquer les États-Unis. Il ne faut donc pas arriver à cette extrémité, ça va donc se faire avant. Mais alors justement, je rejoins la question après de Boubacar qui nous posait en début d'émission. Si jamais la Corée du Nord ou les États-Unis dérapent, le risque d'un conflit mondial est-il réel? Isabelle, est-ce qu'on va avoir un système de déclenchement d'alliance par exemple? Non, il n'y a pas un bouton qui allume tous les boutons. Le Non, justement, pas un système de déclenchement d'alliance. Le problème, bon, on peut aussi se dire que alors, les choses sont jamais, les guerres ne se déroulent jamais de la manière dont on les a prévues. Elles dégénèrent ou elles rebondissent ailleurs. Il est sans doute très difficile aujourd'hui d'avoir l'assurance que des frappes américaines, même soutenues, même avec un maximum d'informations de drones et de l'espace, pourraient en fait réduire à néant toutes les installations nord-coréennes. Par conséquent, le premier risque, c'est une réponse sans doute conventionnelle sur la Corée du Sud, avec peut-être un grand nombre de morts. Voilà. Merci. Après, il y a les alliances qui peuvent s'enclencher, qui sont des alliances entre les États-Unis et ses alliés asiatiques, notamment avec le Japon et la Corée du Sud. Mais le principal risque, c'est une réponse sur la Corée du Sud. Et Philippe, une dernière question avant de clore ce dossier nord-coréen. Vous nous confirmez aujourd'hui que les canaux de discussion entre Washington et Pyongyang sont au point mort et qu'il n'y a plus aucune discussion diplomatique, on va dire? Il y a eu une déclaration du secrétaire d'État Rex Tillerson qui a pu un peu induire en erreur et qui, semble-t-il, a induit en erreur le président lui-même, puisqu'il a parlé de canaux qui existent. Ces canaux existent depuis toujours. Ils sont au nombre de 3. La Suède, qui représente les intérêts américains à Pyongyang, la représentation nord-coréenne auprès de l'ONU à New York, et ce qu'on appelle le Track 2, c'est-à-dire des cercles d'experts que d'ailleurs les Nord-Coréens ont activés pour essayer de comprendre la psychologie et les tweets de Trump. Ça a été révélé assez récemment. Mais une source qui fait partie de ces canaux de discussion me garantit qu'il n'y a pas de négociation actuellement. Simplement, quand Donald Trump a entendu son secrétaire d'État parler de discussions dont il n'était pas au courant et auxquelles il était opposé, c'est là qu'il a sorti ses tweets en disant Rex, ne perds pas ton temps, garde tes forces. Très bien, Philippe. Allez, on referme maintenant le dossier nord-coréen pour ouvrir une page iranienne. Rappelez-vous, encore une fois, à la tribune de l'ONU, ce que disait Donald Trump sur l'accord sur le nucléaire iranien, dont il n'est pas vraiment fan. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it, believe me. Jean-Éric Brana, c'est vrai que c'est une semaine cruciale pour cet accord sur le nucléaire. Le président américain doit donner une décision sur un avis, en tout cas, sur cet accord. Sur la certification, oui. Alors là, c'est plus caricatural encore par rapport à ce que je disais tout à l'heure, puisque là, il fait de la politique intérieure. Il est en train de régler ces petits problèmes avec tous ceux qui sont autour de lui. Je parle autant des démocrates que des républicains. Pourquoi? Parce que pour faire avancer son agenda à lui, qui parle d'immigration, qui parle d'économie, il va se servir de la politique intérieure, en particulier de l'Iran, qui est un cheval de bataille des républicains depuis très longtemps, et il a repris comme ça les chevaux de bataille des républicains en se mettant dessus. Cette semaine, il va donc expliquer qu'il ne veut pas certifier les termes de cet accord, donc il va renvoyer l'affaire au Congrès en leur disant « Écoutez mes amis, c'est à vous de vous débrouiller, sachant qu'au Congrès, il y a vraiment 2 blocs au sein du Parti républicain, ceux qui sont pour effectivement en finir avec cet accord et ceux qui sont pour, au contraire, l'assurer parce que les accords internationaux, notamment avec la France, on peut quand même le dire, font qu'il y a des engagements des États-Unis. Entre les faucons et les autres, il y a une guerre ouverte au Congrès, donc tout va être bloqué et ils sont même en grosse difficulté pour imposer de nouvelles sanctions, ce que la décertification va enclencher immédiatement. Ils ont 60 jours pour le faire. Même là-dessus, ils vont avoir du mal, donc ils ne vont pas, à mon avis, mettre des sanctions sur l'accord
lui-même, mais sur le périphérique, ce sera une bonne manière de s'en sortir, de se fâcher avec personne et de ne pas se fâcher avec le président alors qu'il y a des élections en 2018. Pardon, j'ai mis beaucoup de choses sur la table, mais c'est à peu près ce qui est en face de Donald Trump. Autrement dit, je résume tout ça. Encore une fois, je m'occupe d'Amérique, je m'occupe de mes électeurs et je suis en train d'expliquer que le Congrès ne fait pas son boulot. Donc je vais vous le montrer en vous envoyant cette démonstration flagrante. Et il pourrait donc décertifier cet accord lors d'un discours qu'il prononcera demain. Mais regardez ce que lui conseillait James Mattis, son secrétaire à la Défense. If we can confirm that Iran is living by the agreement, if we can determine that this is in our best interest, then clearly we should stay with it. I believe at this point in time, absent indications to the contrary, it is something the President should consider staying with. Philippe, est-ce qu'on est dans une situation où pour la énième fois, Donald Trump est en désaccord avec son administration? Pas tout à fait, non. Le général Mattis est très remonté contre l'Iran, de même que John Kelly, McMaster, le Chief of Staff, pas précisément sur l'accord nucléaire, mais plutôt sur les activités dites déstabilisatrices de l'Iran à travers le Moyen-Orient. Ce sont des généraux qui se sont tous battus en Irak, qui estiment avoir gagné militairement les batailles qu'ils ont livrées et en fait avoir remis le pays entre les mains des Iraniens. Il faut juste préciser une chose sur la désertification qui est importante. Le président, à cause de la loi, est tenu à 3 choses tous les 3 mois. Certifier que l'Iran respecte ses obligations, certifier aussi que l'accord nucléaire est dans l'intérêt national supérieur des États-Unis, et enfin, ne pas demander une réimposition des sanctions. Donc Trump a 3 leviers à sa disposition. Il va en utiliser un seul, qui est de ne pas certifier, de ne plus certifier que l'accord soit dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine. Il ne va pas prétendre que l'Iran ne respecte pas ses obligations, parce que là, il serait en contradiction avec tous les observateurs, y compris avec l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et il ne va pas non plus demander au Congrès de réimposer les sanctions. Donc l'idée, c'est de débrancher l'une des 3 prises de cet accord, avec l'espoir que les alliés se regroupent devant la crainte que les États-Unis réimposent les sanctions, ce qui ferait véritablement imploser l'accord, pour faire pression sur Téhéran et essayer de négocier d'autres aspects avec l'Iran, notamment son programme de missiles balistiques et autres activités. Et effectivement, la question qu'on se pose aussi, c'est de savoir est-ce que l'Iran respecte ou non cet accord. On voit qu'à cette question, Donald Trump et Rex Tillerson se contorsionnent un peu pour dire oui, mais un petit peu non. Écoutez ce qu'il disait dans les derniers jours. I believe they're funding North Korea. I believe they're trading with North Korea. I believe they're doing things with North Korea that is totally inappropriate. That doesn't pertain to the deal, but in my opinion it does, because it's called the spirit of a deal. It's pretty difficult to say that the expectations of the parties who negotiated this agreement have been met. Perhaps the technical aspects have, but in the broader context, the aspiration has not. Isabelle, on a l'impression que techniquement, l'Iran respecte quand même cet accord. Alors, il y a 3 choses. Techniquement, l'Iran respecte l'accord qui a été signé avec le P5 et l'Allemagne, c'est-à-dire les 5 puissances du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. C'est certifié régulièrement par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le gendarme mondial du nucléaire. Cette partie est respectée. C'est la première chose. La deuxième chose, ce qui n'est pas respecté, c'est en fait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a accompagné cet accord et qui, en fait, elle parle du programme balistique. C'est-à-dire qu'en gros, l'Iran qui a gelé son programme d'enrichissement d'uranium continue à développer son programme de missiles balistiques, c'est-à-dire continue à travailler sur les lanceurs et les missiles qui, à terme, pourront... Et ça, c'était dans l'accord. Hein. Ou ne pas, non, justement, ça c'est dans la résolution, et ça, justement, cette partie ne fait pas partie de l'accord. Donc il ne viole pas
l'Iran ne viole pas l'accord international. Il y a un problème parce que le développement d'un programme de missiles balistiques fait partie de cette grande famille qu'on appelle la prolifération nucléaire. La troisième chose, c'est que certains Américains, certains responsables américains, et notamment Trump, considèrent que l'Iran viole l'esprit de l'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il projette dans cet accord le soutien apporté par l'Iran au Hezbollah iranien, sa manière d'avancer en Syrie et de consolider toute son influence au Moyen-Orient. Et donc cet impérialisme iranien est dénoncé et est associé par Donald Trump à l'accord. Mais en fait, ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, sur la désertification de l'accord, il est trop tôt pour savoir quel effet elle aura. Elle pourra aussi n'avoir aucun effet parce que le Congrès n'ira pas dans le sens de Trump, que les alliés européens feront corps pour essayer de sauver cet accord. Elle pourra aussi avoir un effet inverse, qui est la reprise brutale et très très rapide de la prolifération nucléaire iranienne, un redémarrage très rapide du programme de la bombe, du programme de bombes nucléaires. Puisqu'ils sont débarrassés de cet accord. Voilà, qui serait exactement l'opposé de ce que Donald Trump espérait et espère, l'opposé des intérêts américains. Par contre, dans les deux cas, ce qui est absolument certain, c'est que d'ores et déjà, avec ou sans conséquence sur la prolifération, la parole américaine est abîmée et affaiblie pour longtemps parce qu'on a aujourd'hui un président américain qui, après avoir fait des engagements internationaux très forts et qui est lié à ses partenaires européens, va se dédier, se retirer de sa parole et ça fait 2 fois de suite parce que le président Barack Obama avait lui-même en fait trahi sa promesse d'intervenir en Syrie pour faire respecter une ligne rouge. Donc la parole américaine est durablement affaiblie. Jean-Éric Brana, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Donald Trump a une obsession de l'Iran comme avant lui, Bush père et Bush fils avaient peut-être une obsession de l'Irak et de Saddam Hussein? Alors je ne le crois pas du tout. Encore une fois, dans la droite ligne du propos que je tiens depuis le début, je crois que, encore une fois, la politique étrangère se résume à de la géoéconomie pour Donald Trump. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est où sont les intérêts dans cette histoire. Donc les intérêts, ils ne se trouvent pas forcément en Iran, ils se trouvent peut-être un petit peu plus à côté. On a la Syrie et on a un pôle juste au-dessus, le Kurdistan, qui est en train de bouger pas mal, dans lequel il y a pas mal de pétrole. Donc effectivement, on a une zone là d'intérêt pour les Américains. On a l'impression qu'il a vraiment clairement choisi sa ligne entre les sunnites et les chiites, entre les saoudiens et l'Iran par exemple. Je crois, mais il nous l'a défini de toute façon quand il est allé à Riyad, puisqu'à ce moment-là, il a défini un axe du mal qui allait de l'Iran effectivement jusqu'à Daesh. Donc il avait choisi son camp et peu importe si de l'autre côté il y a des problèmes de droits de l'homme ou quoi que ce soit qui aurait pu embarrasser les Américains bien avant, là on mettait les pieds dans un seul camp et on les mettait fermement. Donc pour Donald Trump, il s'agit effectivement d'affaiblir l'Iran, d'essayer de mettre le chaos dans cette zone-là parce que l'Iran est embarrassant pour ses propres intérêts. Au-delà de ça, je ne pense pas qu'il y ait une obsession, comme vous disiez, même si c'est l'impression qu'il donne par sa prise de parole, je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin et on voit bien que c'est plutôt en seconde zone, donc les hommes qui sont derrière, plus Tillerson, encore plus Mattis ou McMaster, qui sont partie prenante de cette question. On va avancer un petit peu, puisque nous avons pris un peu de retard dans cette émission, pour essayer maintenant de définir un petit peu globalement cette politique étrangère américaine, essayer de la définir. Il y a une citation de Bob Corker, le sénateur républicain, qui disait au New York Times, chaque jour à la Maison-Blanche, il s'agit d'essayer de le contenir. Il parle évidemment de Donald Trump. Jean-Éric Brana, est-ce que c'est un bon résumé ? Oui, mais ça ne résumait que pour Bob Corker. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même plusieurs intérêts divergents au Congrès. On pourrait prendre Joe Lieberman, qui est le chef de file de ceux qui sont opposés à l'accord iranien. Ils ont fondé un groupe anti-accord iranien, donc c'est assez clair, et qui va se positionner différemment. Lindsey Graham, qui est un opposant à Trump, mais qui dit actuellement que sa politique n'est pas si mauvaise que ça vis-à-vis de la Corée du Nord ou de l'Iran, et que de toute façon, il n'est pas en train de déclencher
déclencher une guerre, contrairement à ce que dit Corker. Donc on a effectivement aujourd'hui une vraie difficulté, parce qu'entre la politique classique des républicains traditionnels qui s'inscrivaient dans un multilatéralisme et celle des conservateurs qui se sont regroupés autour d'une idée plus nationaliste, aujourd'hui c'est vrai que ça fait étincelle. Philippe Gély, vous avez aussi écouté avec attention le discours de Donald Trump à l'ONU, qui est un petit peu un discours de politique générale, de politique étrangère. Comment vous l'avez perçu? Est-ce que, selon vous, il y a des contradictions, par exemple, dans ces différentes positions? Mais Trump n'est qu'un condensé de contradictions dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses politiques, dans toutes ses décisions. Vous ne pouvez pas dégager une logique claire, sauf en termes de politique étrangère, une approche totalement transactionnelle. Il n'aime pas le multilatéralisme. Il veut être négocié dans une position de force. C'est aussi son deuxième point d'appui, sa deuxième règle, si vous voulez. Sur l'Iran, je pense qu'il y a quand même une petite obsession dans le sens où il pourrait éviter ce problème qui est quand même à peu près insoluble et qu'il crée de toutes pièces. Il s'expose, comme le lui a dit d'ailleurs Emmanuel Macron à l'ONU, en marge de l'ONU, à créer un deuxième casse-tête nord-coréen avec l'Iran. S'il pousse trop loin et s'il pousse l'Iran dans une situation équivalente à celle d'avant l'accord nucléaire de 2015, qu'est-ce qu'il a gagné? Pas grand-chose. Donc effectivement, on peut se demander d'où vient cet acharnement à créer un problème auquel il n'a pas de solution. On a deux petites questions d'internautes que j'avais repérées dans des articles du Figaro. Il y en a une peut-être pour vous, Isabelle. La première, on va la voir, c'est un commentaire. La dissuasion n'est plus le seul apanage des grands et c'est cela qui irrite l'Occident. Est-ce que ça résume aussi un petit peu la situation ? Oui, mais alors on peut compléter cette citation en disant que traditionnellement les grands, ce sont les 5 grands, voilà. Et ce sont les 5 puissances, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on pourrait transformer cette phrase en disant la dissuasion n'est plus l'apanage des puissances raisonnables. Et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que à Essian, je n'ai pas employé le mot démocratie parce que oui. La Chine et la Russie sont des puissances nucléaires non démocratiques, en tout cas au début, voilà. Mais donc maintenant, on a de plus en plus de pays qui sont des pays qui ne respectent pas les règles, les codes, les valeurs, pas seulement de l'Occident, mais les valeurs et les règles des organisations internationales et de cette espèce d'équilibre qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà. A permis quand même une espèce de stabilité. C'est terminé maintenant, on a le Pakistan, et il va falloir vivre avec cet équilibre inconfortable. Et on a, au-delà, tout un tas de pays qui aimeraient faire partie de ce club des puissances nucléaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a l'arme nucléaire, c'est une manière de sanctuariser son régime. On est absolument certain qu'on ne sera pas tué et que son pays ne sera pas envahi. Et une deuxième question d'un internaute, peut-être pour Sébastien celle-ci. Par cette attitude belliqueuse et agressive, Trump offre sur un plateau d'argent l'ennemi extérieur tant nécessaire à ces régimes totalitaires. Cela les renforce et permet de faire taire les oppositions intérieures et les aspirations de ces peuples à plus de liberté. Sébastien, est-ce qu'on peut relier ce commentaire au dossier nord-coréen ?